qui sont ces autres qui nous prennent notre place, ce que nous percevons comme notre place et que nous n'acceptons pas encore comme faisant partie de nous. Je suis très inquiète parce que je pense que des relations intercommunautaires, c'est comme des relations de couple. Ça n'est pas facile et c'est fragile. Et on ne peut pas tabler sur le fait qu'une relation de couple a été bonne pour dire qu'elle durera toujours. Et c'est la même chose pour des relations intercommunautaires. Si on dit des mots qu'il ne faut pas dire, si on dépasse certaines limites, c'est très long de se rassurer, de se réconcilier, de se rapprocher, de se faire confiance. Parce que vous savez, ça déboule, c'est-à-dire que la colère et le rejet suscitent la colère et le rejet. Parce que les préjugés contre les musulmans sont tellement forts en ce moment dans l'espace médiatique. Dire même après le 11 septembre, les gens, pour être politiquement corrects, disaient mais les musulmans ne sont pas tous comme ça. Mais si vous lisez ça convenablement, ça veut dire ils ne sont pas tous comme ça, mais ceux qui le sont musulmans. Alors qu'en fait, c'est plus les humains ne sont pas tous comme ça. Nous avons tous dans notre histoire des histoires de gestes terribles. Tous les peuples en ont. Dans les dernières décennies, on a assisté à finalement un changement de la vision de l'autre, des immigrants. Et en tant que chercheur, après le 11 septembre, j'ai mis ensemble une équipe pour essayer de regarder finalement est-ce que ces perceptions, cette impression que la discrimination avait augmenté, est-ce qu'on pouvait le vérifier? Ce que ça disait clairement, c'est que le racisme dans notre société avait fait un bond. En fait, que cette image de société tolérante qu'on essaye de garder, qu'on essaye de protéger, eh bien, c'était en train de devenir un mythe et qu'il fallait qu'on commence à s'inquiéter des relations intercommunautaires. La montée des peurs actuelles, je pense, dans les pays qui accueillent beaucoup d'immigrants, comme le nôtre, c'est la peur de la perte de nos privilèges. Et nos privilèges sont multiples, donc c'est évidemment un certain confort économique. C'est aussi le confort d'une majorité qui n'a pas à se penser elle-même. On n'a pas à se poser des questions sur qui nous sommes parce que nous dominons un espace social. Tout allait très bien jusqu'au jour où j'ai commencé à recevoir quelques lettres d'intimidation. On est poursuivi jusqu'à chez nous, dans la rue, dans notre maison. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a là une double interprétation. Si on regarde de façon attentive la photo, c'est le voile qui est barré et pas la figure de la femme. Mais je pense qu'en termes de la lecture de l'image, c'est comme si c'était la personne qui était supprimée. Donc vous voyez comment, quand on lit dans les nuances, on peut avoir une double interprétation. Peut-être qu'au niveau de la personne qui a envoyé ce message, il y avait une intention de s'attaquer au symbole du voile, qui est objet de polémique publique en ce moment. Mais la lecture que va en faire la famille qui reçoit, c'est que c'est à nous comme personne, c'est nous que vous voulons éliminer, anéantir. Quand on trace une croix sur quelque chose, ça veut dire on veut en finir avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. J'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien lui parler, lui dire pourquoi tu as fait ça. Eh bien, on peut s'asseoir, on peut en parler, en discuter, on n'a aucun problème. On ne sait pas si ça va s'arrêter jusque-là ou bien ça va dégénérer, ça va déraper. Première chose. Deuxième chose, on vit dans l'instabilité. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on vend notre condo même à perte et quitter le quartier, même quitter la province? Ça, c'est aussi, on vit dans l'instabilité. Alors l'augmentation de la discrimination auquel on assiste actuellement au Québec n'est pas isolée. Elle doit être lue dans un contexte de mondialisation. Les tensions au niveau international qu'on observe et qui s'accompagnent de la montée d'un État et d'un discours sécuritaire face à un Occident aussi dont les privilèges sont menacés par la montée économique des économies émergentes, ça se traduit au niveau des relations intercommunautaires par des dommages. Et ça, on les observe en ce moment dans tous les pays occidentaux. Donc dans tous les pays qui traditionnellement se disaient développés et accueillaient des migrants. Donc l'Europe et toute l'Amérique du Nord, mais aussi l'Australie.
on est en train d'importer, je pense, un certain discours de France. Et je pense que ces personnes-là ne sont pas conscientes de la réalité sociale de la France, que moi, par exemple, j'ai décidé de quitter parce que j'ai décidé que j'avais envie d'avoir une place dans la société dans laquelle je voulais vivre. On assiste à un recul énorme par rapport aux politiques d'asile, aux politiques d'accueil et à la vision des immigrants. Donc l'immigrant qui était vu auparavant comme une richesse, le réfugié qui était vu comme une personne vulnérable qu'il fallait protéger, est maintenant vu comme une menace, un criminel potentiel, un barbare qui vient nous envahir. Alors vous voyez le changement. Tous ces phénomènes-là vont se retrouver de façon plus importante pour les minorités qui ont été nommément ciblées par la charte. Donc, alors, les musulmans, que les femmes portent ou non le voile, ont l'impression que ce sont eux qui ne sont pas voulus. Donc il y a une lecture de la charte comme étant essentiellement islamophobique. Vous voyez comment on peut rapidement perdre ce climat de sécurité et de tranquillité sur lequel on a toujours compté au Québec. Et ça, c'est très très précieux, mais c'est aussi très fragile. Le voile est souvent présenté, et je pense que c'est un des arguments principaux dans le débat, comme un symbole de soumission de la femme, un symbole d'oppression. Or, tous les signes religieux et les signes politiques sont des signes polyvalents, c'est-à-dire qu'ils veulent dire beaucoup de choses en même temps. Et rien qu'au niveau du pouvoir, donc de la relation d'un signe au pouvoir, le voile, en ce moment, est autant, sinon plus, et moi je dirais plus, d'après les recherches que j'ai faites, un signe de résistance qu'un signe d'oppression. Les jeunes filles, à Parc Extension où je travaille, donc un quartier 60% immigrants et sud-asiatiques, ne portent pas le voile principalement parce que leur famille, leur père ou leur frère leur demande. Elles portent le voile principalement pour montrer qu'elles résistent à l'islamophobie. C'est une façon de nous dire non à nous, pas à leur père et à leurs frères. Et c'est pas un phénomène unique, c'est quelque chose qu'on avait observé qui a été très bien documenté en Turquie au moment de la laïcisation de la Turquie, donc une laïcité imposée, qui avait amené une reprise du voile par les femmes comme geste de protestation politique. Je pense que c'est ce à quoi on assiste ici. Ça ne veut pas dire que pour des cas particuliers, ce ne sera pas un symbole d'oppression face à un patriarcat. Ça peut l'être, ça l'est dans certains cas, mais ce n'est pas majoritaire. Les femmes qui, d'après le débat public, devraient être celles que nous protégeons le plus, sont sans doute celles qui se sentent en ce moment le plus menacées. Donc on a un premier paradoxe finalement. On veut protéger envers et contre elles ces femmes immigrantes qui mettent le voile, mais ces temps-ci, dans le métro, dans la rue et même dans leur foyer, ce sont elles qui vivent le plus d'anxiété, le plus de détresse. Quelque chose qui est très important, c'est de sortir de ces simplifications-là. Ces simplifications-là ne sont pas le fruit d'une mauvaise volonté. Elles sont le fruit d'un matraquage médiatique. L'image de l'autre et l'image de l'autre musulman a été sursimplifiée toutes ces dernières années. Il ne faut pas oublier que ces réactions-là viennent de peur. Si on veut recréer un vivre ensemble au Québec, je ne pense pas qu'il soit perdu, mais je pense qu'il est ébranlé, qu'il est écorché par les événements actuels. Mais si on veut le reconstruire, le consolider, il faut prendre soin de nos peurs collectives, il faut prendre soin des peurs de la majorité. Et ça, je pense qu'il faut qu'elles soient entendues, parce elles sont réelles.